messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire qui aujourd'hui va parler de la fiscalité en immobilier en 2022. Investir en privé, investir en société seront les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui au travers de ce webinaire. Laissez-moi peut-être tout d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Salvatore Papandrea. J'ai travaillé au préalable dans l'audit et la planification financière. Ensuite, j'ai travaillé dans l'immobilier. J'ai étudié à l'ICHEC à Bruxelles en fiscalité et finance. Et aujourd'hui, je suis dans la cellule d'investissement immobilier de la société WeLink. Alors, peut-être avant d'avancer plus en détail dans le reste du webinaire aujourd'hui, peut-être vous présenter qui est WeLink. WeLink est une société qui est première en termes de courtage en Belgique, qui va regrouper 450 collaborateurs, presque 100 000 clients et qui a 17 bureaux au travers de toute la Belgique. On le voit de Bruges à Arlon, avec un siège social du côté de Gand pour la partie néerlandophone du pays et du côté de Louvain-la-Neuve pour la partie francophone du pays. Alors, le programme aujourd'hui de ce webinaire va plus ou moins durer 1 heure pour information. Tout d'abord, nous allons voir le contexte économique actuel. Aujourd'hui, on parle énormément d'inflation et donc on va voir quel impact cela a en termes d'investissement et sur vos avoirs de manière globale. Ensuite, on va voir comment associer l'emprunt et la fiscalité. On verra que cet emprunt peut être nécessaire, soit pour tout simplement faire de l'investissement, mais a également un impact sur la partie fiscale de vos investissements. La thématique du jour étant de savoir s'il est préférable d'investir en privé ou en société. Nous allons voir comment répondre à certaines de ces interrogations aujourd'hui. Pour être plus pragmatique, nous aborderons quelques plans financiers après toute cette notion théorique sur l'investissement immobilier en prenant des exemples concrets qui vont, je l'espère, refléter votre situation personnelle et ensuite voir comment passer à l'acte, comment concrétiser tout cela. Si ça fait longtemps que vous posez des questions sur le secteur immobilier, eh bien, comment faire pour passer à l'acte. Alors, enfin, nous terminerons par une question-réponse. Alors, sachez déjà 2 choses, c'est que volontairement, vos caméras ont été coupées, vos micros également, pour éviter d'interférer tous ensemble au travers de ce webinaire. Mais vous recevrez un lien pour pouvoir revoir ce webinaire tranquillement à votre aise s'il y a certaines notions que vous voudriez revoir à votre aise. Et également, à la fin de ce webinaire, la possibilité de poser vos questions. Vous allez retrouver vos questions qui, s'y sont comme sur mon programme en haut à droite. Et donc, il y a un chat. N'hésitez pas tout au long à prendre vos notes pour pouvoir, à la fin, poser vos questions. Alors, si je prends le contexte économique actuel, puisqu'il y a peu, je commençais l'introduction de ce webinaire ou de ce type de webinaire en parlant de Covid. Est-ce que Covid aujourd'hui a réellement tué le marché immobilier? Eh bien, on a pu constater que non. Pourtant, c'était en gros titre dans les presses pendant une certaine période. Aujourd'hui, en revanche, quelque chose de beaucoup plus inquiétant, on peut dire, est en train d'arriver, c'est l'inflation. On voit cette inflation qui passe de novembre d'un pourcentage de 5,6 passe déjà à 5,7. Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'inflation? Eh bien, si je vulgarise un petit peu le terme, c'est la perte de votre pouvoir d'achat en pourcentage. Et donc, aujourd'hui, on voit que cette inflation est vraiment en train de grimper. On le voit déjà depuis début 2021. Nous sommes en 2022. Les chiffres montrent même que ici en janvier, on parle d'une inflation arrêtée à près de 7%, ce qui est énorme. On n'avait plus connu ça depuis les années 2000. Et donc, on le voit au travers de ce graphique ici que aujourd'hui, les rendements sur compte épargne sont de l'ordre de 0,11%. Donc, si jusqu'à présent, les investissements ou en tout cas plutôt les capitaux dormants qui étaient sur compte épargne ne rapportaient rien, et bien avec une inflation qui était proche de 0 ou basse, ce n'était pas encore quelque chose d'important. En revanche, aujourd'hui, avec ce différentiel à une inflation qui explose et qui arrive de l'ordre à 5, 6,
même 7% ici en janvier, eh bien, on voit que cela a un impact sur votre niveau de vie, sur les capitaux à terme qui vont arriver lors de votre pension et sur la pension qui vous sera promise à terme. Alors, bien évidemment, il est important de réagir et de combattre cette inflation en investissant. Si on prend l'analyse des 10-12 dernières années au travers de ce tableau, on voit que l'inflation était légèrement augmentée entre 2011 et 2012, mais en restant dans des normes tout à fait acceptables de l'ordre de 3%. Elle descend et elle vient en 2015 même proche de zéro, voire même négative en 2015. Donc on parle plutôt ici d'une déflation. Et puis quelques années entre 2015 et 2019-2020 où l'inflation est de l'ordre de 2%, ce qui est ce que cherchent les banques centrales. C'est une inflation parfaite, une augmentation généralisée des prix qui est de l'ordre de 2%, c'est vraiment parfait. Et puis on voit cette inflation qui diminue en 2020-2021, et puis en 2021, on voit cette courbe qui augmente, et donc qui a un impact sur le niveau de vie de tout un chacun. Alors aujourd'hui, on entend la Fed, donc qui est la banque centrale américaine, qui commence à faire des annonces sur l'augmentation des taux. Le but étant d'éviter ce risque que l'inflation élevée continue à se prolonger. Néanmoins, malgré ces premiers signaux, on voit qu'il y a un risque qu'elle continue de s'accélérer dans le temps. Alors aujourd'hui, les taux ne sont pas encore en train d'augmenter. Ça fait plusieurs années, voire même une décennie, on dit que les taux vont augmenter. Effectivement, ils n'ont pas augmenté jusqu'à aujourd'hui. En revanche, là maintenant, ça devient clairement sérieux. La Fed annonce, même si on lit l'ensemble de l'article, qu'elle va même réaliser des augmentations 2 à 3 fois de suite. Donc tout ça pour calmer quelque part les marchés et éviter qu'ils ne dévissent complètement. Alors cet impact ne s'est plus vu depuis des décennies, et la Fed est en train d'y réagir. Alors, inévitablement, cela va avoir un impact. J'ai oublié de vous le signaler précédemment dans le slide. Je mentionnais le fait que les taux aujourd'hui d'emprunt aussi, fonction de votre situation personnelle, fonction du type d'emprunt qui va être réalisé, de la durée et de votre profil, entre 1,3 et 2,50. Et donc, quelque part, on peut aujourd'hui se financer à des taux bien plus bas que celui de l'inflation, ce qui est un avantage, et c'est cela qu'il faut peut-être retenir aujourd'hui. À terme, on verra ces taux augmenter. Alors, si on prend l'analyse des marchés boursiers, loin de moi l'idée aujourd'hui de dire qu'il faut premièrement, tout mettre en immobilier. C'est plutôt d'avoir une analyse globale économique de la situation. C'est tout d'abord d'avoir une bonne clé de répartition entre ses avoirs financiers, mais également ses avoirs immobiliers. Et donc, si on regarde pour un aspect d'historique le marché financier sur ces 20 dernières années, eh bien, on voit ces courbes qui se dessinent. Alors, on voit la première courbe qui arrive vers 2001, qui est la courbe, le cycle de l'Internet. On voit cette bulle, voilà, augmenter. Et puis, finalement, le marché qui se corrige et on redescend. Et puis, suivent quelques très belles années où tout le marché boursier augmente pendant de longues années et va permettre de passer de 2000 à 4005, quasi 5000, 4005, en tout cas au niveau des prises de valeur. Une correction qui est connue en 2008 avec les subprimes, et donc le marché qui s'écroule à nouveau. On redescend les valeurs de 4005 à 2000, voire même un peu en dessous. Ici, on a l'exemple sur l'Eurostock 50, qui n'est autre que les plus grandes capitalisations boursières européennes. Et puis, s'ensuit une période de stabilité avec des hausses et des diminutions. Et à partir de 2013, une augmentation qui est plutôt progressive. Enfin, on voit la chute au moment de l'annonce de Covid, ces marchés qui vont devenir complètement volatiles et s'écraser. On divise par deux les avoirs en mars 2019. Covid passe par là et donc le marché boursier s'affole. Alors, en revanche, on voit que depuis cette période, les marchés réaugmentent, ce qui est plutôt rassurant.
On voit également que sur la fin, ici je ne sais pas zoomer, mais si on zoome sur la dernière période, ici en fin 2021, début 2022, on voit que les marchés boursiers sont plutôt instables et donc on pressent une certaine volatilité. Alors je ne suis pas en train de dire que les marchés boursiers ne vont pas augmenter, clairement non. Je ne dis pas non plus qu'ils vont complètement s'écraser. En revanche, il serait un bon conseil pour qui est aujourd'hui investi dans la bourse de peut-être récupérer une partie de ses capitaux, de peut-être sécuriser une partie de ses avoirs et de diversifier son patrimoine. En tout cas, la personne qui voudrait aujourd'hui intégrer les marchés immobiliers boursiers devrait le faire en lissant son cours plutôt que d'arriver en une seule fois sur le marché. Quand on regarde dans le rétroviseur avec ces cycles et ces hausses aussi fulgurantes qu'on a connues ici entre 2019 et 2021, je pense qu'il est de beaux conseils de dire qu'il serait préférable d'être plutôt sécuritaire sur ce type de marché. En comparaison à côté, eh bien ici, je prends comme source StatBell pour montrer l'évolution des marchés immobiliers. Alors ici, on va comparer le troisième trimestre entre 2019 et 2020 et le troisième trimestre entre 2020 et 2021. On voit qu'il y a une augmentation de la valeur immobilière de l'ordre de 2, 5 et 5% pour les maisons 2, 3 et 4 façades, mais également les appartements. À savoir que l'année qui précédait ici, qui n'est pas dans ce tableau-ci, pour les maisons 2, 3 façades, eh bien, c'était presque une régression, ou en tout cas une stabilité du marché. Pour les appartements, en revanche, eux avaient connu une belle progression et donc ils se corrigent quelque peu l'année qui suit, donc en 2021. On voit que les maisons reprennent leur valeur. Cela est dû à Covid, en fait, où à un moment, les gens ne vendaient plus leurs maisons. Il y avait cette pression immobilière sur les maisons 2, 3 et 4 façades. Et on voit que ça se recorrige à la hausse avec du 11,4%, du 11,1% et les appartements qui prennent 9%. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que les maisons, appartements et l'immobilier va continuer de prendre du 9 et du 11% par an? Ce serait trop beau, non. Mais en revanche, sachez que dans les plans financiers que je vais aborder tout à l'heure, on va prendre systématiquement, et ça c'est le cas de chez Willink, c'est de prendre une hausse de 3% par an, donc qui est bien loin. C'est-à-dire que si le plan financier pour lequel on fait une estimation d'investissement fonctionne à 3, ben bien évidemment, elle fonctionnera à 5 ou à 9, on en est bien conscient, mais on va rester sur quelque part une augmentation du marché de l'ordre de 3%, étant donné que l'immobilier a toujours suivi au minimum l'inflation, parce que ma brique, si demain elle coûte un peu plus cher parce qu'elle a augmenté en termes d'inflation de 7%, eh bien, elle coûtera plus cher et mon immobilier va donc suivre. La main-d'œuvre également va coûter plus cher, donc mon investissement va suivre. Et c'est ce qu'on voit en fait sur les dernières années quand on compare ça aux marchés boursiers qui sont plus volatiles. On voit quelque chose de clairement plus stable et plus lisse avec une augmentation du marché immobilier sur la partie du dessous du tableau. Et donc, on voit les valorisations entre 2012 et 2021, donc 2022 aujourd'hui, sur les 10 dernières années, on voit cette stabilité et petit à petit, mon marché immobilier qui prend 2, 3, 4, maximum 5% de moyenne par an. Alors, bien évidemment, un détail, c'est que ceux-ci sont des moyennes et donc, comme toutes les moyennes, eh bien, il y a des endroits ou des biens qui ont mieux performé que d'autres. Il y a des régions qui ont mieux performé que d'autres. C'est un peu comme dans une classe, il y a des premiers et des derniers de classe. Ici, il est clair que lors d'un plan financier, en tout cas d'un investissement immobilier, l'objectif étant d'aller chercher la partie haute de cette plus-value qui peut être réalisée au travers de l'immobilier. Et donc ici, on voit bien des moyennes. Alors, maintenant qu'on a parlé de ce contexte, on va s'intéresser à certains paramètres comme associer l'emprunt et la fiscalité, les effets de levier et la fiscalité en elle-même. Alors, je vais aborder plusieurs sujets qui vont finalement par la suite se regrouper en un seul. Il faut bien commencer par quelque part.
Pourquoi il y a-t-il une nécessité d'emprunter? Eh bien, pour certaines personnes, c'est une obligation. Pour pouvoir investir en immobilier, il faut un crédit qui va permettre de réaliser cet investissement. C'est ce qu'on va appeler par la suite l'effet de levier. Mais en revanche, cela peut avoir également un impact sur votre fiscalité et le rendement final que votre investissement va générer. Et donc, on parle toujours du calcul de quotité. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le calcul de quotité? Eh bien, c'est ce que la banque va me prêter pour pouvoir faire l'investissement. Et donc, si demain, j'achète un bien qui vaut 100, eh bien, la banque va me prêter, elle, 80 et je vais devoir apporter 20% pour pouvoir acquérir ce bien. En plus, vont venir s'ajouter les frais de notaire, actes et autres. Et ici, je les ai majorés à 20%. Alors, il est clair que si on prend du bien à rénover, du bien d'occasion, les frais sont moindres. Si on prend du bien neuf, ici, on va être de l'ordre de 21%, mais avec une partie sur le terrain qui est plus faible, sur la partie valeur de construction qui est à 21%. Je lisse ceci pour l'exemple pour avoir quelque chose de vraiment carré, facile à assimiler, de l'ordre de 20%. Et donc, quelque part, pour pouvoir faire mon investissement, si je m'arrête aux indications des banques classiques, si je vais au banquier du coin, eh bien, on va me demander d'apporter 80, la banque va m'apporter, 80 et je vais devoir faire un effort sur fonds propres de 40 pour pouvoir acheter un bien qui vaut 100 et 20 de frais. Alors, ça, souvent, les banques vont demander de l'amener en cash. Alors, à savoir que c'est aussi notre rôle et c'est aussi le but de ce type de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'ouvrir des opportunités et de comprendre qu'il y a des solutions pour éventuellement travailler autrement et donc de faire financer, oui, 120% sur une opération immobilière, ça c'est une première chose, mais pas uniquement en apportant du cash, il est possible également de fonctionner sur base de garanties immobilières. Donc sur des assurances également pensions qui arriveront à terme ou alors des portefeuilles de placement. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui vous est communiqué régulièrement et ça fait partie de notre plus-value de pouvoir raisonner sur ce type de choses. Mais également, si aujourd'hui vous avez ce que j'appelle des capitaux dormants et donc peut-être en termes de garantie immobilière, ça peut être soit déjà un bien qui est acquis, payé et sur lequel vous avez un rendement locatif, eh bien, on peut s'en servir pour pouvoir continuer à faire de l'investissement immobilier. Vous verrez que ça a une importance et une incidence sur votre fiscalité parce qu'il y a quelque part dans le chef de ce bien une pression fiscale qui est peut-être méconnue, mais ça permet également de pouvoir augmenter le patrimoine immobilier global et ses investissements pour par la suite pouvoir bénéficier d'une retraite peut-être plus confortable, de disposer d'un cash flow positif au quotidien. Et on peut le faire soit au travers de ces garanties immobilières, et ça peut être également au travers d'une habitation peut-être qui est déjà payée ou partiellement payée, d'assurance fiscale ou de portefeuille de placement. Alors, ici, un slide relativement important qui va traiter du principe de l'effet de levier de l'investissement immobilier. Alors, pour ce faire, je prends un exemple qui est relativement simple. J'ai acheté en 2000 un bâtiment qui m'a coûté 100 000 euros. Je l'ai revendu en 2020 pour 200 000 euros. À l'époque, j'ai apporté en fonds propres 40 000 euros et la banque m'a prêté 60 000 euros. Eh bien, souvent, quand j'aborde ce type d'exemple avec des clients ou des personnes, même des investisseurs aguerris qui ont déjà franchi le pas de l'immobilier, eh bien, je demande quelle est la rentabilité de cette opération et nombreux sont ceux qui me disent, ben, j'ai acheté 100, j'ai revendu 200, j'ai fait du x2. Et je peut pas être d'accord avec cette affirmation parce que souvenons-nous bien, il y a 20 ans, l'ordre de mes fonds propres était de 40 000 euros. Et donc, ce que j'ai réellement amené dans l'opération est 40 000 euros qui m'ont permis d'emprunter les 60 000 et investir 100 en immobilier qui m'a rapporté 200. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, ces 40 000 euros se sont transformés
en 200 000 euros. J'ai donc fait du x5. Alors, pour peut-être les personnes qui se diraient oui, mais le marché immobilier n'est peut-être pas toujours aussi porteur. On a bien vu qu'on est largement au-delà de ces prises de valeur. Mais admettons même, je reprends ce raisonnement et le but étant aujourd'hui de quelque part comparer des pommes avec des pommes. Et donc, par exemple, l'investissement immobilier avec le financier. Eh bien, si j'ai mis 40 dans une opération, il faut comparer cela après l'arrivée des 200 000. Mais en revanche, si j'avais acheté à l'époque des actions Microsoft, eh bien, c'est 40 000 euros qui auraient porté leurs fruits sur cet investissement et non pas les 100 000 euros comme dans l'exemple ici au travers de l'immobilier. Un autre détail aussi, c'est que ici je prends pour acquis le fait que j'amène des fonds propres et donc du cash. En revanche, il est possible de réaliser des opérations sur base de garantie, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc là, le levier est donc encore plus grand. Alors, pour pouvoir réaliser ce type de levier, ce type de mécanisme, on peut se baser sur plusieurs systèmes et donc acquisition au travers de crédit. Il y a le crédit classique et le crédit bullet. Le crédit classique est souvent celui que nombreux connaissent. Et donc, quelque part, j'emprunte une somme déterminée pendant une période déterminée. Je rembourse au fur et à mesure des années mon crédit et donc je rembourse capital et intérêt. Alors, il faut savoir qu'au travers de ce type de crédit, la banque va essayer de se servir et de prendre sa commission le plus rapidement possible et donc va d'abord vous faire payer de l'intérêt et ensuite le capital. Alors, ça a un impact. L'avantage de ce type de schéma, c'est que premièrement, à la fin du remboursement de mon crédit, bien, je suis pleinement propriétaire de mon bien. Le désavantage, la première chose, est que je n'ai peut-être pas suffisamment d'intérêt pour pouvoir déduire ces intérêts au travers de mon investissement immobilier. Je mets ceci de côté, on y reviendra au slide qui suit, vous comprendrez un petit peu pourquoi j'aborde ce sujet. La deuxième chose est que aujourd'hui, au travers des loyers nets pondérés que je peux percevoir, il est quasi impossible de pouvoir rembourser un crédit classique où j'emprunte 120% de mon investissement. Et donc, ce type de crédit ne suffit plus à quelque part permettre de supporter l'investissement immobilier. Et donc, on va pouvoir quelque part ventiler le business plan au travers d'un crédit bullet supplémentaire. Alors, crédit bullet, qu'est-ce que c'est? On aurait pu appeler ça le crédit à terme, le crédit in fine. On aurait pu tout simplement appeler ça le crédit à intérêt parce que c'est ce qu'il est. J'emprunte aujourd'hui, dans mon exemple, 100 000 euros. Je rembourse au fil des années uniquement mes intérêts et à terme, je dois solder ce crédit en remboursant les 100 000 euros à la fin de ces 10, 15, 20 années de crédit bullet. Alors, à savoir également, c'est que comme on met ça en parallélisme avec l'inflation, si je prends un taux d'inflation ici de l'ordre de 2%, je valorise l'argent pour dans 20 ans. Et qu'est-ce que je vois? C'est ça, cette petite formule qu'on voit. On voit 100 000 euros divisé par 1,2% d'inflation annuelle exposant 20. Le 20 est petit, mais il est bien là. Et bien, quelque part, c'est du pouvoir d'achat de l'ordre de 67 500 euros que je rembourserai à terme. L'utilité de ce type de mécanisme est aujourd'hui d'emprunter un montant, de faire fructifier ce montant grâce à la plus-value de l'immobilier et quelque part rembourser du pouvoir d'achat qui est moindre et de conserver le différentiel, le solde positif à terme. Alors, on va venir maintenant sur la partie fiscale. Comme je vous le disais, ici on va prendre la partie privée, j'aborderai la partie société par la suite. Il est commun de penser que aujourd'hui, quand je suis détenteur d'un bien et que je le loue et que je loue un particulier, cet exemple ci de fiscalité traite entre un privé qui loue un particulier, eh bien, je ne suis pas taxé sur mes loyers. Alors, c'est vrai et ça l'est un peu moins.
déjà, il y a le cadastre que je paye, et donc c'est une taxe. Et pour ça, malheureusement, je n'ai pas de solution à proposer. Je ne l'ai pas encore trouvé, en tout cas jusqu'à présent. En revanche, ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'il y a une taxation qui vient se réaliser sur le revenu cadastral indexé. Donc, ce sont vos revenus immobiliers imposables qu'on va trouver dans vos déclarations. Et donc, comment est calculé ce revenu immobilier imposable? Eh bien, je vais prendre le revenu cadastral indexé. Alors, c'est votre revenu cadastral fois 1.86, 1.88. Il faudrait que je voie les nouveaux chiffres de 2022. Je ne les ai pas encore en tête, mais plus ou moins 1.88, dirons-nous. Et ce revenu cadastral donc indexé va être lui-même majoré de 40%. Alors, dans l'exemple ici, 2000 euros de revenu cadastral indexé majoré de 40% vont m'amener à 2800 euros qui vont être ajoutés à l'IPP. Et donc, finalement, cette imposition va être un petit peu le revenu fictif que génère ce bien dans mon patrimoine. Et donc, je vais être vite taxé dans les tranches supérieures parce que je serai dans les tranches à 50%. J'ai rajouté les 4% qui sont les additionnels communaux. Et donc, soit 1500 euros de coût à l'imposition. Alors, pour pouvoir contrer cette pression fiscale, il y a une solution qui est la déduction des intérêts. C'est pour ça que je vous parlais juste avant, en fait, de l'emprunt, qui a un effet double. Le premier, augmenter le levier de l'investissement immobilier, mais deux, je vais pouvoir déduire les intérêts et donc plus de 1800, moins 2800, j'ai une neutralité fiscale sur cette opération. Alors attention, je ne vous dis pas aujourd'hui que au travers de ce mécanisme, vous ne payerez plus d'impôts, que les choses soient bien claires. En revanche, ce que je suis en train de vous dire, c'est que bien raisonné, ce type de mécanisme va vous permettre de ne pas payer plus d'impôts tout en augmentant votre patrimoine immobilier. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors, sachant que si certains, il y a un bon nombre de spectateurs ce soir, si certains d'entre vous sont déjà propriétaires de biens de rendement et donc pour lequel vous n'avez peut-être plus de crédit ou alors le crédit est un crédit classique pour lequel il y a très peu d'intérêt à déduire, eh bien, dans de nouvelles opérations, il est possible de prendre cela en considération afin que l'excédent qui viendra couvrir d'abord les nouveaux biens d'investissement, eh bien, cet excédent pourra être répercuté sur les biens existants et diminuer en tout cas votre imposition. Alors ici, je prends le cas de figure d'un privé qui loue à un professionnel et qui va percevoir 10 000 euros de loyer par an. Alors ici, étant donné qu'on parle d'un professionnel, cette fiscalité n'est plus fonction du revenu cadastral. On parle bien des loyers perçus par an. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce professionnel va pouvoir déduire ses loyers et les amortir. Et donc, ici, on va se baser sur les loyers dans ce cas de figure-ci. Alors, on prend cet exemple de 10 000 euros par an. Les loyers annuels sont pris en compte et 40% sont exonérés d'impôts. Donc, il y a un forfait de frais qui est fait dessus. Vous ne payez pas sur 40%. En revanche, sur les 60% restants, c'est le même mécanisme. Ils viennent s'ajouter à l'IPP, donc soit ici 6 000 euros. Une taxation à 54% fait que vous devrez payer une pression fiscale de 3 240 euros. La neutralisation est possible, comme dans l'exemple précédent. Plus 6 000 euros, moins 6 000 euros, eh bien, va me permettre de neutraliser cette fiscalité. En revanche, il faut être conscient que pour déjà arriver à des déductions d'intérêts de l'ordre de 6 000 euros par an, il faut déjà un fameux crédit, ou en tout cas on a vraiment besoin du bullet, mais on rentre dans des montants qui sont très élevés. Et donc c'est peut-être la problématique de ce type de biens commerciaux. On prend l'exemple du rez-de-chaussée commercial qui est loué à une petite sandwicherie, etc. C'est que finalement cette taxation est très élevée et donc raison pour laquelle il est peut-être parfois préférable de favoriser ces investissements immobiliers vers plutôt du résidentiel. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que
que ces types d'opérations ne sont pas intéressantes, mais néanmoins, c'est notre rôle de donner un signal d'alerte et d'expliquer les tenants et aboutissants de ce type d'investissement, mais également les pressions fiscales qui y sont liées. Alors, si on reprend maintenant les sociétés, eh bien, comment va se passer cela? Eh bien, première chose, c'est que l'ensemble des frais liés à l'achat, donc la TVA, les droits d'enregistrement, les frais de notaire, vont pouvoir être amortis en une fois au travers de votre bilan, ce qui est clairement un avantage. Si c'est un bien à usage professionnel, et donc si je prends peut-être le menuisier qui va investir dans un atelier, eh bien il va pouvoir l'amortir durant 20 ans, et donc un vingtième. En revanche, si c'est un bien d'investissement, il va pouvoir l'amortir en 33 ans. Alors, de l'autre côté, étant donné que je peux déduire, il faut savoir également que, ici on parle de loyer, eh bien les loyers deviennent du chiffre d'affaires au travers de la société, et donc quelque part, ça va être un chiffre d'affaires supplémentaire sur lequel je vais être imposé. On va pouvoir déduire bien évidemment l'ensemble des frais annuels, charges, intérêts, cadastre, gestion locative et autres au travers de la société. Alors, il y a la déduction des amortissements qui est à hauteur de 1/33e. Alors, bien faire attention ici que souvent ces crédits d'investissement pour une société sont des fois de plus courte durée et donc on va très vite rembourser son crédit de l'ordre de 10 à 15 ans. Notez bien ce détail, c'est que en revanche, peu importe le montant, peu importe la durée de votre crédit, votre amortissement se fera en 1/33e par an. Et donc ça, il faut bien comprendre ce mécanisme également, même si on rembourse plus vite, eh bien quelque part l'amortissement, lui, est plus lent et fonction de 33 ans. Alors on va prendre un exemple pour illustrer cet élément de taxation, mais également voir que en société, il y a une taxation sur la plus-value. Alors, comment se calcule cette plus-value? Eh bien, on parle de valeur nette comptable, cette fameuse VNC, qui est en fait la différence entre la revente du bâtiment et ce qui a été amorti. Eh bien, si en 2012, j'ai acheté un bien d'une valeur de 330 000 euros, cela m'a permis, au travers de 10 ans, d'amortir 10 000 euros par an, soit un total de 100 000 euros. Et j'ai revendu mon bien cette année-ci, en 2022, pour une valeur de 500 000 euros. Eh bien, comment est-ce que je calcule la partie sur laquelle je vais être taxé, donc cette plus-value? Eh bien, c'est 500 000 euros moins la valeur d'achat 330, moins encore ce qui m'a été permis d'être amorti, donc 100 000 euros dans le cas présent. L'exemple est bien fait. Et donc, je me retrouve avec une taxation sur plus-value de l'ordre de 270 000 euros, sur laquelle je vais être taxé à 25% et donc 67 500 euros. Alors, il sera possible d'étaler cette taxation si réemploi fiscal dans les 5 ans. Ça, à voir peut-être avec le comptable et la situation, le cas échéant, au travers de votre société. Mais ça reste quand même une taxation qui est relativement lourde en société. Alors, relativement lourde, c'est vrai. N'oublions pas un point très important, c'est que vous avez pu investir en société avec du brut et non pas avec du net comme avec la personne physique. Et donc, c'est aussi un paramètre dont il faut tenir compte, dont il faut quelque part mesurer l'impact sur votre investissement. Alors, les questions qu'on nous pose régulièrement, finalement, vont déterminer quels sont les objectifs qui vous importent. Et donc, on a un bon nombre de questions, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient au niveau, par exemple, même successoral. J'en ai parlé un tout petit peu à l'introduction. Et donc, eh bien, ces questions sont un peu fonction de vos objectifs à vous. Alors, peut-être pour que les choses soient bien claires, mon métier n'est pas de remplacer celui de votre comptable ou celui de votre notaire. Je ne vais pas personnellement passer les actes à la place de votre notaire. Je ne suis pas comptable, j'ai des notions de fiscalité et donc je peux vous aider dans vos raisonnements
pour l'investissement immobilier. Mais notre métier aujourd'hui, c'est clairement d'aider à pouvoir mettre en place un plan financier qui est fonction de vos objectifs et donc quelque part de pouvoir mesurer réellement si on atteint l'objectif que vous avez qui peut être soit fiscal, soit le maintien d'un niveau de vie à terme, soit de l'obtention de rendement sur vos avoirs et autres. Ça peut être également successoral ou la transmission vers les générations futures. Ça va être de vous aider à développer le meilleur levier dans votre situation. Et donc, moi, mon but, c'est de montrer finalement un petit peu les possibilités et c'est à vous de mettre le curseur là où vous désirez pour pouvoir investir, obtenir les financements et vous aider à monter, faire le montage financier vraiment des crédits pour pouvoir obtenir le financement de l'opération. Et puis après, bien évidemment, soumettre des projets qui tiennent la route et qui vont pouvoir permettre de faire le pas et d'investir en immobilier au travers d'une société, au travers de la personne physique, au travers des générations suivantes. J'ai beaucoup de monde aujourd'hui et donc chacun a sans doute un objectif qui est bien différent de celui des autres. C'est donc de bien recueillir ces objectifs et de vous aider à y parvenir. Et donc, quelque part, quel est votre objectif? Est-ce que c'est d'obtenir une pension complémentaire? Est-ce que vous êtes dans le cas d'une situation où vous vous rendez compte que finalement le niveau de vie à terme, une fois que j'arrête l'activité, eh bien, ne sera pas suffisant pour maintenir mon niveau de vie et je désire avoir des cash flows positifs pour pouvoir profiter pleinement de ma pension? Est-ce que c'est dans le but d'une optimisation fiscale ou le développement d'une société patrimoniale dans l'optique de pouvoir transmettre à la génération suivante? Est-ce que c'est d'augmenter tout simplement le patrimoine privé parce que aujourd'hui j'ai une économie où à terme j'ai peut-être des fonds qui vont arriver et que je veux investir pour lutter contre l'inflation? Ou est-ce que c'est tout simplement pour utiliser des réserves taxées et des réserves de liquidation que vous avez déjà mis en place aujourd'hui avec votre comptable et pouvoir leur donner un rendement supplémentaire? Ou alors, c'est surtout de voir aujourd'hui où se trouve le capital que vous possédez. Est-ce qu'il est en société? Est-ce qu'il est en privé? Est-il plus opportun d'investir sous la forme de la société, sous la forme du privé, et quelque part voir s'il n'est pas possible de faire passer de l'un à l'autre et quelle est la meilleure méthode pour en dégager un maximum finalement de net en poche. Il est clair que le but étant d'optimiser cette situation. Alors, je vais peut-être résumer en quelques points quels sont les avantages de l'investissement immobilier en société, quels sont les avantages de l'investissement en privé. Eh bien, première chose, c'est que au niveau de la société, on paye avec du brut. Il est clair qu'il est beaucoup plus facile de pouvoir investir en société pour la simple et bonne raison que c'est 100 ou 1000 que vous allez recevoir au travers de la société. Si vous devez les transférer vers la personne physique, bien souvent, il en faudra le double pour pouvoir les faire arriver dans la poche du privé. Et ici, on peut utiliser le brut directement pour investir. Deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir déduire tant les frais qui sont liés à l'achat, chose qui n'est pas possible en privé, et amortir tous les frais liés à l'achat au travers du temps. Il y aura également un amortissement du capital. Alors, la capacité de remboursement est également plus élevée. Il est plus aisé de rembourser des mensualités ou faire des investissements à travers la société. Et pour certains objectifs de succession, il est plus facile de transmettre les parts d'une société vers la génération suivante que l'immobilier. Depuis 2018, pour la partie du privé, il y a quand même des améliorations qui se sont faites et pour une fois, c'est dans le bon sens qu'elles sont arrivées. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Les points négatifs pour les sociétés, eh bien, c'est, on l'a vu tout à l'heure, la taxation sur la plus-value, la taxation sur les loyers. En privé, quels sont les points positifs? Eh bien, il n'y a pas de taxation sur les loyers, ce qui est quand même quelque chose qui est important. Alors, ça ne veut pas dire que les règles ne risquent pas de changer dans le temps. On voit effectivement que à plusieurs fois, l'État a lancé des ballons d'essai sur la taxation, en tout cas, peut-être pas des loyers, mais de la plus-value. Je le disais juste après,
pas de taxation sur la plus-value. Si le cas échéant, cela viendrait à se mettre réellement sur la table, il sera toujours temps de penser s'il est toujours bien de conserver des biens et des loyers et des plus-values en privé. Maintenant, ça fait de nombreuses années qu'on en parle. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas mis en place. Si à terme c'est quelque chose qui viendrait à se réaliser, eh bien, soit je préfère peut-être finalement être taxé sur une plus-value que j'ai réalisée, parce que s'il y a plus-value, c'est qu'elle a été concrètement réalisée, et donc il faudra mesurer cela au travers du calcul de mon business plan, mais ça se calcule et donc ça aura un impact sur mon investissement, mais en revanche, plus-value aura été réalisée. Je préfère être taxé sur cette plus-value que de quelque part toujours me dire je n'avance pas, j'ai peur d'être taxé à terme et de ne rien en faire et de laisser peut-être des montants sur compte épargne qui ne rapportent plus rien et qui ne luttent pas contre l'inflation. Ça va être peut-être aussi l'opportunité de développer du cash flow en privé et donc d'augmenter éventuellement son niveau de vie. Ça va pouvoir être l'utilisation des garanties existantes. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il est possible de venir se greffer sur que ce soit une habitation. On voit ici l'exemple d'une maison, excusez-moi, d'une maison, mais ça peut être également de prendre des garanties, donc soit sur un bien immobilier existant ou partiellement remboursé, mais également prendre sur des EIP, des assurances groupes, etc., un portefeuille financier. Il faut savoir aussi que les taux sont plus bas en termes de privé qu'en société, donc quelque part c'est un avantage également de pouvoir investir en privé. Et puis la structure est simplifiée, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de frais liés à l'investissement immobilier comme tout le monde le sait. Alors l'inconvénient, c'est qu'il y a une taxation des revenus immobiliers imposables, on l'a vu tout à l'heure, si ce n'est pas optimisé ou s'il y a déjà des bâtiments qui ont été payés, qui me rapportent un rendement locatif et pour lequel je suis hors optimisation. En revanche, il y a des possibilités d'y pallier, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, il y a une requalification des revenus qui peut être possible. Donc ça, c'est plutôt le cadre où finalement l'activité immobilière dépasse celle dans le cadre de la gestion en termes de bon père de famille, où il y a beaucoup de reventes, où il y a des locations qui sont peut-être comme du Airbnb, etc., de manière fort élevée et qui vont peut-être dépasser les revenus actuels que vous avez. Et donc là, il y a une possibilité de requalification des revenus et donc une taxation de 30 à 50%. Alors, on voit aussi la quotité qui est limitée. Effectivement, l'accès au crédit est plus facile en société si la société, bien évidemment, a un bilan qui est positif. Et donc ici, en termes de privé, il y a cette limitation à hauteur des 80%. Et il y a une plus grande difficulté à transmettre, ça a un coût successoral de transmettre de l'immobilier. Alors maintenant, sachez que depuis 2018, cette situation est peut-être moins pénible qu'avant. Aujourd'hui, si je prends une famille tout à fait normale, papa, maman et 2 ou 3 enfants, eh bien, chaque parent va pouvoir donner par tranche de 150 000 euros à chaque enfant tous les 3 ans, ne payant que 3% de frais de succession. Donc, quelque part, si vous avez 3 enfants, eh bien, papa va donner 150 000 euros à chacun de ses enfants et maman va donner de l'ordre de 150 000 euros à chacun de ses enfants. Et donc, finalement, on peut déjà faire un montage avec un montant global de 900 000 euros au travers de la première année. On pourra répéter ce type de mécanisme dans 3 ans. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fort positif par rapport à avant. Alors, on vient de voir énormément de concepts théoriques. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Ce n'est pas le but, bien évidemment, mais ça permet de mettre des bases en place. Là, maintenant, on va aller sur le côté pratique des choses. Je vais vous exposer le type de plan financier l'on peut réaliser et on va se baser sur un type de plan financier tout à fait standard. Et donc ici, il s'applique tant à un investissement en personne physique, donc en privé, que en société. Je ne vais pas
je ne vais plus parler de la partie fiscale qui en découle. Bien évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse quand on réalise ce type de plan financier et dont on tient compte pour vous. Mais ici, je ne vais pas m'y attarder et je vais démarrer avec un investissement en fonds propres de 100 000 euros, soit qui sont liés à une épargne, soit à une avance sur EIP que vous allez pouvoir investir en immobilier. La hauteur de l'investissement va être de 300 000 euros pour lequel je vais percevoir 1 000 euros de loyer. Alors, prenez bien ceci en considération. Je vais pondérer ces loyers parce que je pars du principe que net dans ma poche, il n'y aura que 75% de ces loyers. Et donc, autrement dit, 9 loyers sur 12. Je considère ici, dans l'exemple concret, que j'ai un mois de loyer qui va partir pour le revenu cadastral, un mois de loyer qui va partir pour la gestion locative de mon bien et un mois de loyer que je vais conserver, lui, pour les éventuels travaux, éventuellement le lave-vaisselle à changer dans 8 ans, un éventuel risque de vide locatif une année ou l'autre. Et donc, finalement, je vais pondérer mes loyers comme étant à 75%, donc soit 750 euros ici dans l'exemple, ce qui va me permettre, au travers de cet investissement de 300 000 euros, frais inclus, d'avoir un montant global de 370 000 euros de crédit. Alors, pour cet exemple-ci, je viens avec des fonds propres, donc 370 000 euros moins 100 000 euros, je vais devoir faire financer 270 000 euros sur 20 ans. Alors, je vais ventiler quelque part la répartition de mon crédit entre du crédit classique et du terme fixe à hauteur de 110 000 euros pour le crédit classique qui va me coûter 522 euros par mois et en terme fixe, donc le fameux crédit bullet, à hauteur de 160 000 euros qui va me coûter 226 euros par mois, soit un montant total de 748 euros de remboursement par mois. Étant donné que j'ai 750 euros de loyer pondéré, donc net, qui me reviennent, eh bien, je suis à l'équilibre financier en année 1. C'est vraiment un aspect important pour nous, c'est de bien comprendre ce principe. Deuxième chose, c'est que chaque année, le service de ma gestion locative va indexer les loyers sur base de l'indice santé qu'on a vu tout à l'heure et donc suivre l'inflation. Ici, mes calculs sont basés sur du 2% d'indexation annuelle. Comme ça, vous avez vraiment le détail du calcul qui a été fait derrière. Et donc, ce différentiel positif va être de 164 euros en moyenne sur 20 ans. Alors, ça ne veut pas dire que je vais avoir 750 plus 164 tout le temps. En première année, en loyer pondéré, je vais avoir 750 et donc je serai à l'équilibre. L'année qui suit, j'aurai peut-être 10, 15 euros de plus et ainsi de suite. Et donc ici, j'arrête le chiffre des 164 euros au bout de 10 ans d'indexation à 2%, ce qui va me donner ma moyenne. Soit au total une capitalisation de 39 360 euros d'excédent sur les loyers que je vais mettre de côté et conserver. Et alors, quel est le gain futur que je peux espérer sur cette opération? Eh bien, si dans 20 ans, je valorise mon bien avec une plus-value annuelle de l'immobilier de 3%, alors on a clairement vu que c'était bien au-delà et qu'on parle de moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va sur une moyenne et même pas une moyenne haute. Donc, on ne tient pas en compte le fait qu'on a sélectionné rigoureusement le projet, qu'on a une situation et une localisation idéale. Et donc, je me cantonne à une plus-value annuelle de 3%, eh bien, mon bâtiment vaut 541 833 euros. Donc, il va falloir, à terme des 20 ans, que je rembourse mon crédit bullet qui était de 160 000 euros, souvenez-vous. Alors, soit je peux le faire au travers de la vente de mon bien lui-même, soit je peux également le faire à l'arrivée d'une échéance financière. Ça peut être également une assurance groupe qui arrive et donc je solde ce fameux crédit. Ici, je pars du principe que je vends le bâtiment pour voir vraiment ce qui reste net en poche. Bien évidemment, vous pouvez conserver. Reste alors un solde positif, donc qui est la différence, 380 000 euros, auquel je vais devoir ajouter le cash flow positif généré par les loyers indexés de l'ordre de plus ou moins 40 000 euros, soit une somme totale de 421 000 euros à partir de fonds propres de 100 000 euros investis. Souvenez-vous bien l'effet de levier. Qu'est-ce que j'ai réellement mis au début de l'opération? Eh bien, ce n'est pas le montant
total, ce sont 100 000 euros qui m'ont permis de faire du crédit et qui va permettre de dégager 421 000 euros à terme, soit un rendement sur fonds propres en 20 ans de 7,5% par an. Alors, voici ici un premier exemple d'une réalisation avec des montants financiers, donc autrement dit avec un apport de fonds propres avec du cash. Maintenant ici, on va voir ce même type de schéma, mais alors on va mettre une garantie derrière. Alors que ce soit une EIP, un placement financier, un portefeuille ou alors une maison qui est partiellement remboursée et pour lequel je peux aller prendre une garantie, peu importe l'exemple, le principe reste le même. Et donc, au lieu d'apporter des fonds propres, je mets une garantie immobilière et la banque va me financer la totalité du montage. Alors, cela va me permettre d'avoir un investissement hors frais de 400 000 euros. Une fois de plus, je vais pondérer mes loyers, donc qui sont à la base de 1350 euros. Donc, c'est bien ce que je vais recevoir tous les mois, mais je vais considérer que je ne peux en utiliser que 1010 euros une fois qu'ils sont pondérés à 9 mois sur 12. Et l'investissement en frais inclus va arriver à 495 000 euros. Alors, le financement ici, en revanche, est de 495 000 euros vu que je n'ai pas de fonds propres à apporter pour diminuer le financement. Et ici, je prends un exemple sur 15 ans. Alors, on peut travailler sur 10, 15, 20 ans, bien évidemment. À savoir également que une question se pose régulièrement. Est-ce que aujourd'hui, à 60 ans, je peux encore faire du crédit pour aller chercher du levier et faire une opération immobilière? La réponse est oui. Ce qui compte pour la banque, c'est que à 75 ans, tous les crédits soient clôturés. Donc, on peut, comme dans le cas précédent, faire sur 20 ans. On peut également le faire comme dans cet exemple-ci sur 15 ans. Alors, bien évidemment, j'emprunte plus. Il va falloir que je travaille plus avec le crédit bullet. Ici, on va voir que je vais ventiler avec un crédit classique à hauteur de 40 000 euros qui va me coûter 250 euros par mois et un crédit terme fixe à hauteur de 455 000 euros et qui va me coûter 758 euros par mois. Donc, j'additionne les deux. Bien évidemment, j'arrive à 1008 euros. Vous vous souvenez, auparavant, j'avais pondéré mes loyers à 1010 euros. Parfait, je suis à l'équilibre en année 1 et c'est vraiment là notre métier. Ça semble très simple de finalement arriver à ces ratios entre le crédit classique et le crédit terme fixe. Il y a une réelle gymnastique derrière, mais à savoir ici que peut-être, étant donné qu'on apporte en garantie des biens immobiliers, eh bien l'avantage d'avoir ce crédit bullet, souvenez-vous, c'est de faire diminuer la pression fiscale sur vos bâtiments qui sont déjà loués, qui vous rapportent et pour lequel il y a la pression fiscale qui est liée, souvenez-vous, au niveau du revenu cadastral, les fameux 2800 euros. Eh bien, ceci va permettre d'investir sur des nouveaux biens, première chose, d'augmenter le patrimoine, deuxième chose, mais l'excédent va pouvoir être utilisé pour diminuer la pression fiscale sur les biens déjà existants et le rendement locatif qu'ils vous procurent. Alors, je suis à l'équilibre en année 1 et le différentiel positif que je vais générer avec l'indexation de mes années au fil des années va être de l'ordre de 175 euros par mois, soit sur 15 ans, 31 500 euros. Ce que je peux gagner sur cette opération, eh bien, c'est dans 15 ans, mon bâtiment vaudra 722 000 euros. Je vais rembourser mon crédit bullet, donc soit toujours par la revente du bien, soit par une échéance financière. Je pars toujours du principe que l'on solde son investissement et qu'on vend ce bien pour pouvoir voir concrètement ce qui reste en net à la fin de l'opération. Et donc, il reste alors un solde positif de 267 000 euros, plus le cash flow généré par les rendements locatifs de 31 500 euros, soit un total de approximativement 300 000 euros, donc 298 900 euros à partir uniquement de l'utilisation de garanties immobilières existantes. Et c'est là où on voit qu'il est possible de réveiller quelque part des capitaux dormants pour pouvoir augmenter son patrimoine et faire de l'investissement immobilier. Alors, j'ai dit que ces deux exemples pouvaient s'appliquer tant à du privé que à la société. C'est le cas. Notez juste un détail, c'est que le crédit bullet est plus compliqué à obtenir
en société et que il est possible, mais souvent pour une durée maximum de 10 ans. Juste petite note à savoir. Alors concrètement, comment passer à l'acte? Eh bien, c'est là qu'est concrètement notre plus-value, c'est d'être un petit peu ce moteur pour vous prendre par la main et pour concrétiser. Certains d'entre vous n'ont toujours pas osé ou n'osent pas passer à l'action dans l'investissement immobilier. D'autres sont peut-être beaucoup plus aguerris, mais c'est quelque part notre rôle de faire une mise en place concrète de ces types d'investissements. Et donc, quelque part, il faut tout d'abord bien se connaître. Alors, est-ce que votre optique est aujourd'hui de devenir un promoteur immobilier et de commencer à réaliser vous-même, d'aller acheter une ferme, de la rénover complètement, de faire vos travaux et le week-end d'acheter une petite camionnette et d'aller commencer à aller mettre vos coups de peinture, etc. Alors oui, nous pouvons vous aider, mais en revanche, là, ce ne sera que au travers de la partie crédit de l'investissement. Sachez quand même que l'aventure immobilière, quand on se lance dans les biens d'occasion et à rénover, eh bien, est souvent moins rose que ce qu'il peut y paraître. Le problème étant régulièrement la difficulté de coller au budget et donc au plan financier. Et donc, si au travers de votre investissement, au travers de vos rénovations, vous vous rendez compte qu'il y a des frais supplémentaires, eh bien, votre plan financier ne tient plus la route. C'est une première chose. Mais deuxième chose également, c'est que ça va avoir un impact sur votre rentabilité. Et puis, une fois que l'acte est passé, eh bien, la banque ne revient plus en arrière. Elle vous a prêté un montant. Et donc, si vous devez aller rajouter 10, 20, 30 000 euros pour finaliser votre opération immobilière, eh bien, ici, vous serez tenu de devoir les assumer. Aujourd'hui aussi, notez une chose, c'est que si votre travail est rémunérateur, que ce soit au travers d'une société ou en étant employé, eh bien, peut-être que prendre des congés pour pouvoir aller faire cet effort pour quelque part essayer d'aller chercher le dernier carat en termes de la rentabilité va finalement peut-être vous coûter plus cher que de réaliser un investissement où, dans le cas d'un investissement pour un bien neuf, par exemple, le prix est défini à l'avance, connu et sera immuable. Donc, le plan financier va se tenir parce qu'on parle d'une unité dont le prix est bien fixe et où tout est compris, où même le coût de peinture avant l'entrée du locataire est compris, les luminaires sont accrochés, mais également les rails de rideau, par exemple. L'avantage également, par exemple, de l'investissement dans l'immobilier neuf, c'est une couverture par la loi Bren. Donc, ça veut dire que l'investisseur ne doit pas amener la totalité du bien, de la valeur du bien. Pendant qu'il se construit, eh bien, le promoteur ne pourra pas réclamer la totalité du bien. Il va pouvoir uniquement prendre par tranche qui a déjà été construite. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que une banque va se porter garante de l'achèvement. On appelle ça une garantie d'achèvement en fait au travers d'une banque qui va dire que si le promoteur ne termine pas son chantier, eh bien elle va se mettre en garantie pour terminer et mener à bien ce chantier. Et dernière chose, vous avez une garantie décennale qui est fournie sur tout ce qui est étanchéité et infrastructure du bâtiment, ce qui permet quand même d'avoir une assise plutôt confortable pour commencer l'investissement immobilier. Alors ici, je considère clairement que aujourd'hui le plan financier est quelque chose de bien plus important que finalement le taux du crédit, on l'a vu tout à l'heure, ou simplement la couleur des châssis. On parle ici d'investissement rationnel, d'investissement immobilier pour uniquement avoir une plus-value à terme et avoir de la sécurité au travers de son investissement. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement que ce bien soit à Gand, Anvers, Liège, Namur ou Arlon n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est un, se focaliser sur la bonne sélection du bien, mais deux, que le plan financier tienne la route. Et alors, le conseil qui va souvent être donné, c'est de ne pas conserver ce type de biens, étant donné que ce sont des biens d'investissement, et bien de revendre
avant les frais, parce que sinon le risque, c'est de commencer à travailler en dents de scie. Il faut bien être conscient que, je prends souvent cet exemple, c'est que si aujourd'hui vous allez réaliser dans un bien d'occasion 5 000 euros d'investissement pour changer la salle de bain par exemple, et que vous augmentez le loyer de votre locataire de 50 euros, eh bien, il vous faudra 9 ans pour récupérer ces 5 000 euros. Et dans l'arc de ces 9 ans, il est fort probable que vous deviez renouveler l'opération. Et donc, il est primordial au bout de ces fameux 15 ans, où le bien reste quelque part un bien neuf ou quasi neuf, de le revendre, de réaliser sa plus-value et de recommencer l'opération. Autre chose également, c'est que quelque part, cette revente va permettre deux paramètres. Le premier, de sécuriser s'il y a des régions qui avancent mieux que d'autres, eh bien, de pouvoir se repositionner, c'est une première chose. Mais deux également, on voit aussi l'impact aujourd'hui et les modes qui sont liés notamment au PEB, on voit quelles difficultés aujourd'hui résident sur les biens qui ont des certificats énergétiques inférieurs à B. Eh bien, au moins en revendant un bien qui est dans une tranche encore haute, permettre de réinvestir dans des biens de qualité. Quand on voit la hausse généralisée qui n'est pas toujours reprise dans l'inflation des énergies, eh bien on voit que c'est quelque chose qui sera important. Et avec la taxe carbone et 2030 qui arrive, ce sont également des paramètres qu'il faut tenir en considération lors de vos investissements. Alors, passer à l'acte, un élément vraiment important, c'est la localisation. Ne faites pas l'erreur, je pense, de comparer deux régions en prix de mètre carré. Il y a une plus-value à terme qu'il faut valider. Et donc, la localisation est quelque chose de très important. Il y a, oui, des meilleurs élèves en termes de localisation qui vont permettre d'avoir un bien meilleur rendement sur vos investissements que d'autres. Et donc, il est bien important de tenir ça en considération. Il y a des fausses bonnes affaires et des régions en souffrance. Peut-être certains endroits qui ne sont pas chers aujourd'hui, eh bien, ne l'étaient pas non plus hier et sans doute ne le seront pas demain. Ce qui est important en revanche, pour pouvoir cibler et avoir un locataire de qualité, sont des facteurs tels que le transport, le commerce, les facilités, etc. sont vraiment des éléments importants à tenir en considération dans votre investissement pour pouvoir avoir un locataire qui est fiable, qui va pouvoir vous payer régulièrement, qui va être bien dans un bien d'investissement qui va être neuf, etc. Et donc, c'est vraiment un critère primordial à tenir en considération plutôt que des biens éventuellement de seconde zone. Aujourd'hui, tout se loue, même un petit recoin au milieu de Bruxelles avec un peu d'humidité va se louer. En revanche, n'oubliez pas quelle sera la plus-value à terme que vous pourrez espérer de ce type de bien. Certes, il y a une location qui sera réalisée. Il y a d'abord un côté éthique à cela, mais in fine, concrètement, que vais-je pouvoir récupérer en termes de plus-value à terme? Et donc, pourquoi pas plutôt cibler sur un type de bien de meilleure qualité et miser sur des régions et des types de biens qui vont mieux performer que d'autres. Alors, quels sont concrètement nos services? Quel est notre métier? Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir que la section immobilière de WeLink est une activité réelle. Et donc, c'est en moyenne plus de 300 biens qui sont placés chez nos clients. C'est plus de 1000 biens en gestion locative. Et donc, il y a toute une structure qui est prise, qui est mise en place derrière. Ce sont des projets dans les grandes villes belges. C'est une sélection rigoureuse des promoteurs. C'est également une sélection rigoureuse du type de bien, mais également des locataires au travers de la gestion locative. Alors, c'est l'accompagnement dans le suivi des chantiers, également jusqu'à la réception provisoire du bien, à savoir que vous êtes réellement propriétaire du bien au travers de ce type d'investissement et jusqu'à la mise en location et la gestion locative au jour le jour de votre bien. Alors, quelques exemples de réalisation. Ici, on voit des villes telles que Nivelles, Arlon, Liège, Namur, mais on aurait encore pu prendre Bruxelles, Bastogne et autres. Bien évidemment, il y en a du côté néerlandophone du pays. Ici, ce que je veux montrer, c'est des finitions de qualité, c'est des infrastructures qui ne dépassent pas les
3, 4, 5 étages maximum, une architecture épurée et pour tous ces types de biens, systématiquement, éventuellement un jardin commun, mais très important, une terrasse, un extérieur, un emplacement de parking par appartement ici dans ces exemples. Alors, en conclusion, puisque je vois qu'on arrive pile poil à l'heure, le timing est parfait, nous avons abordé ce soir l'aspect de l'état économique aujourd'hui avec une inflation qui est soutenue et une hausse des taux qui va être à venir. C'est peut-être le moment aujourd'hui d'investir. Il y a une incertitude sur les marchés financiers. Il est peut-être le moment également de peut-être réaliser certaines prises de plus-value sur les dernières années. L'élément important qui était à comprendre aujourd'hui, c'est l'importance de l'effet de levier qui est le principal rendement de l'investissement immobilier et donc être conscient de cet aspect-là et également l'impact que cela a sur votre situation fiscale, qu'elle soit privée ou en société, l'impact que ça a au niveau successoral, la création d'un passif pour pouvoir transmettre votre patrimoine. Et également donc d'où le fait de pouvoir protéger votre famille et notre rôle est de vous accompagner dans la concrétisation de l'investissement de manière concrète et donc de gérer tous les éléments de l'investissement immobilier. Alors, quel est ce modèle que nous utilisons? Eh bien, c'est de passer au travers de 5 métiers. Ça va être le courtage en assurance, donc ça peut être tant tout simplement des assurances professionnelles, mais également pension ou alors tout simplement pour un véhicule, une habitation, des placements et des solutions bancaires, clairement la fonction de crédit qui va permettre de challenger un petit peu finalement le banquier, de trouver des alternatives supplémentaires pour pouvoir réaliser de l'investissement immobilier ici, comme nous avons traité ce soir, mais autres également. Et donc aujourd'hui, moi, je me suis occupé de la section immobilière et alors, quelque part, tenir compte du life planning, comment peut-être, au travers de mes investissements, avoir des conseils pour pouvoir transmettre mes investissements et conserver. Alors, j'aime terminer sur cette phrase qui est l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. C'est clair qu'il y a encore des inconnus, notamment au niveau de la fiscalité. Il y a des possibilités de changement, c'est le jeu. Les règles changent en cours de jeu en Belgique et c'est comme ça, mais je préfère quelque part finalement avoir joué à ce jeu et payer sur une plus-value réalisée que, en revanche, n'avoir rien fait et d'être resté statique durant plusieurs années. Vous avez ici mes coordonnées, mais sachez, comme je vous l'ai dit en tout début de webinaire, que un lien va vous être transféré pour pouvoir peut-être revoir ou transférer ce webinaire à vos contacts ou tout simplement revoir certains éléments qui vous ont intéressé pour pouvoir mieux les intégrer. Mes collègues vont également reprendre contact avec vous pour vous proposer un rendez-vous pour répondre à des questions. Je vois déjà que le chat commence doucement. J'ai des petits bullets avec des questions qui se posent auxquelles je vais répondre tout de suite. Si je n'ai néanmoins pas le temps de répondre à tout le monde, eh bien sachez que je prendrai ce temps lors d'une petite vidéoconférence. Alors, Covid oblige, dans un premier temps, ce sera au travers d'un lien Teams. Je vous envoie un petit mail avec un lien, vous connectez et on pourra faire connaissance, voir quelle est votre situation et répondre à vos différentes questions. Alors, je vais regarder sur le chat quelles sont les questions que vous avez posées jusqu'à présent et répondre. Oups. Alors, j'ai ici quelqu'un qui me demande si un simple mandat hypothécaire peut constituer la garantie immobilière. Alors là, c'est fonction de votre situation avec la banque et voir quel est le rapport que vous avez avec. Alors, un simple mandat, pas toujours. Il arrive effectivement que ce soit suffisant pour pouvoir faire de l'investissement immobilier. C'est vraiment en fonction de votre profil, de vos avoirs, de ce que la banque a éventuellement déjà en garantie. Si on reprend des biens pour lesquels vous êtes déjà propriétaire et qui sont payés ou partiellement payés et qu'il reste une hypothèque
pourquoi pas un mandat sera alors plutôt possible si vous avez d'autres avoirs et que la banque a une grande confiance en vous. Mais donc oui, c'est réalisable. Alors ici j'ai une question sur la taxation et la plus-value immobilière en privé. Alors peut-être pour revenir sur cet aspect-là, je vous ai bien dit qu'en fait, on n'est pas taxé sur la plus-value immobilière en personne physique, donc en privé, c'est bien vrai. En revanche, peut-être un petit détail, donner une demi-teinte à cette information, c'est que bien évidemment, il faut avoir passé les 5 ans et un jour, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, tant que vous revendez après 5 ans et un jour, eh bien, il n'y a pas de taxation immobilière. Si, en revanche, vous revendez avant les 5 ans, eh bien là effectivement il y a une taxation qui va s'appliquer sur votre plus-value qui est de l'ordre de 16,5%. Autre information qui est importante, c'est que cette taxation sur la plus-value, du moins aujourd'hui, n'est pas d'application sur l'habitation familiale. Et donc, on parle ici uniquement sur des biens qui sont des biens d'investissement, des biens de rapport. Alors, peut-être aussi pour compléter la réponse, si la question tourne sur est-ce qu'il y aura des taxations sur plus-value immobilière en privé par la suite, eh bien, si la règle change, eh bien oui, il y aura un impact sur votre rentabilité au niveau de vos investissements. Quand on voit, en revanche, c'est pas quelque chose vraiment qui m'inquiète. Quand on voit, par exemple, l'évolution du marché immobilier, par exemple, chez nos voisins comme la France, Luxembourg, même l'Angleterre, les marchés immobiliers sont encore plus hauts qu'ici, et pourtant, ce sont des pays où la taxation est d'application, et donc quelque part, c'est pas pour ça que ça va tuer le marché immobilier, ça j'en suis convaincu, mais je préfère, et là je me répète, je l'ai dit tout à l'heure clairement, je préfère aujourd'hui être taxé sur une plus-value et donc qui a été réalisée, ça aura un impact sur mon rendement final, que de ne rien faire et de rester impassible face par exemple à l'inflation ou le fait de laisser des capitaux dormants sans les utiliser. J'ai eu un petit commentaire, je vous remercie, qui était positif et qui était un compliment, je vous remercie. J'ai ici une question qui est liée à la gestion locative. Quel est le service qui est réalisé? Eh bien, c'est tout simplement une gestion locative qui est globale. Ça va être de la gestion du locataire au quotidien, de la sélection de un locataire et la proposition au client. Ça va être l'indexation des loyers de manière annuelle. Ça va être les relevés des index de manière annuelle, ça va être la sélection, ça va être la représentation aux assemblées, donc ça va représenter finalement un petit peu tout ce qui est autour de la vie de l'investissement de l'investissement immobilier. Voilà, je vois qu'on est en train de dépasser l'heure 10, même l'heure quart qui avait été promis. Je vois qu'il y a quand même encore des questions qui arrivent. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu au préalable, que le lien vers ce webinaire va vous être envoyé automatiquement sur votre adresse mail et que mes charmantes collègues vont vous passer un petit coup de fil pour voir si le webinaire vous a plu et si le cas échéant, vous êtes intéressé par un rendez-vous pour peut-être poser vos questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que on me transmette vos questions pour pouvoir y répondre le jour de notre rencontre au travers d'un petit Teams. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. J'espère avoir répondu aux questions que vous aviez sur l'investissement immobilier aujourd'hui et que ce webinaire vous a permis finalement d'être peut-être conscient de certains paramètres, mais également que vous posez les questions aujourd'hui. Quel est le niveau de vie que je veux atteindre à terme? Quelle est la situation patrimoniale que j'ai actuellement? Comment puis-je réaliser de nouveaux investissements? Ou quel est l'impact fiscal sur mes avoirs actuels? Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.